Ok, bienvenue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, devant la chapelle, l'église Saint-Louis. Euh, Comme tu le remarques là d'ailleurs, nous venons de gagner de l'espace public, puisque ici il y avait des voitures encore il y a quelques jours, et donc a été décidé de prolonger le jardin sans voiture autour de la chapelle, ce qui nous permet de gagner en verdure et en arbres. C'est une petite victoire. Saint-Louis, église, église du XVIIe siècle, créée, fondée à la demande de Louis XIV. L'hôpital Salpêtrière était un hôpital où on enfermait des gens, pas du tout bienveillant. Salpêtrière, l'hôpital général de Salpêtrière au XVIIe siècle était un hôpital pour enfermer les femmes et les enfants. On mettait à Bicêtre les hommes et les femmes et les enfants à la Salpêtrière, qui était une usine de salpêtre pour créer des canons, lieu en dehors de Paris. Et donc on mettait et donc on a mis plusieurs milliers de femmes, on a enfermé plusieurs milliers de femmes et enfants ici. Et a été décidé de créer une église à la grandeur et au nombre de personnes, adaptée au nombre de personnes qu'on enfermait historiquement. Donc a été pensé par Louis Levaux, architecte de Versailles aussi. Et Louis Levaux est mort au tout début de la construction, donc elle a été édifiée, on dit ensuite, par Libéral Bruyant, l'architecte de l'hôtel des Invalides. On dit un peu que c'est l'hôtel des Invalides des pauvres ici, puisqu'on enfermait les indigents du XVIIe siècle. Ouvert pour tout le monde. C'est une église, voilà, où typiquement on entend un guitariste qui vient régulièrement répéter, tout simplement, dans un recoin de l'église. C'est une église pour les patients, les soignants, pour les habitants du quartier. Souvent, évidemment, rentrer dans un hôpital, c'est quelque chose d'assez symbolique. C'est des fois comme un musée où on n'ose pas, on pense que c'est pas fait pour nous, parce qu'on n'est pas malade, parce qu'on n'a pas de proches à l'hôpital. Mais en fait, il y a 10 hectares d'espace vert dans la Pitié-Salpêtrière et notamment cette chapelle. Et cette chapelle, elle est ouverte à tous, en fait. Croyants, non-croyants, patients, soignants, proches, familles. Et, euh, et voilà, après, comme tu le sais, on est engagé dans une réflexion pour réfléchir à quels usages on va en faire dans les 50 prochaines années. Comment on veut structurer son activité avec ces volumes qui sont assez impressionnants. Cette église, elle relève des mystères puisque elle est dessinée en une croix grecque totalement symétrique avec quatre nefs et quatre chapelles aux interstices. Sauf que là, il y a un mur, on y reviendra parce qu'on va aller de l'autre côté, dans l'endroit fermé au public. Et donc cet espace fait plus de 2200 mètres carrés, ouvert au public, avec du coup divers recoins, des espaces utilisés, moins utilisés. Tu peux observer là, il y a 4 œuvres d'art contemporaines d'un artiste photographe que j'ai commandé. Des photos très sombres de blocs opératoires vides, avec juste un filet de lumière qui vient traverser ces salles qui sont normalement à la fois très éclairées, mais aussi très remplies de personnes, chacun attaché à une mission. Et donc on a déménagé des blocs opératoires en juin dernier, de façon des blocs opératoires très importants. Et on voulait garder une trace de ça. Donc on a fait des portraits de ces gens qui les occupent. On leur a demandé de témoigner, mais aussi on a fait l'artiste a décidé en tout cas de faire 4 photos un peu monumentales où on a réutilisé les cadres historiques de vieilles toiles d'ici, des cadres qui font 3 mètres sur 6. Bref, c'est des cadres. C'est une toile qui est tendue. En fait, c'est une photo, donc c'est une toile, comment ça s'appelle, pas du plastique, mais une toile. Bâche. C'est une bâche. Une bâche sur laquelle Qu'on a tendue nous-mêmes et qu'on a accrochée nous-mêmes. Et donc, voilà, il y avait avec ces sables, il y avait 130 portraits, et puis des témoignages qu'on a enlevés là, mais l'artiste nous a offert en tout cas ces quatre grandes œuvres qu'on va enlever le moment venu, elles ne vont pas être à demeure, mais c'est ce genre de tableau qui habillait la chapelle historiquement.
Une chapelle qui est assez nue, je ne sais pas comment tu la vois, mais qui est très nue. Oui, mais en même temps, on a l'impression qu'on pourrait y faire des spectacles au milieu, tu vois, comme il y a cette... Si c'était le cas. Il y avait des spectacles qui se déroulaient ici. Le tête de la ville, encore il y a quelques temps, a fait des spectacles avec... D'ailleurs, Bob Wilson a dessiné une scène sur mesure, octogonale, puisque on est dans un chœur et un dôme octogonal. Donc il a fait une magnifique scène rétro-éclairée, ici, avec des petites tribunes tout autour. On peut mettre déjà autour 300-400 personnes très très facilement. Et effectivement, il y a des spectacles qui se jouent au chœur. C'est assez exigeant en termes de sonorité parce que voilà, comme on le voit, on a un dôme de plus de 50 mètres d'eau, 55 mètres d'eau, et puis si on met jusqu'au clocher, jusqu'à la flèche, on va dire, ça dépasse les 60 mètres largement. Mais sinon, c'est plus de 50 mètres d'eau, donc c'est un dôme en bois exceptionnel et qui est aussi, par son volume, extrêmement rare et très inspirant pour les artistes qui sont venus. Kawamata a fait une tour de Babel en chaise monumentale. Garouste, il y a eu des montages par des artistes divers et variés qui sont venus s'installer, notamment au chœur, mais aussi dans les nefs, notamment au chœur, parce que ce volume est assez fou. Donc, ici cohabite le culte et la culture, c'est important de le dire, puisque c'est une église qui n'est pas désaffectée. Elle n'est pas désacralisée. Non, donc je vais te montrer. Alors ici par exemple, c'est une petite chapelle où c'est plutôt un lieu de recueillement. Donc la chapelle Sainte-Geneviève est un lieu aujourd'hui où on privilégie le recueillement, donc les endroits, c'est les petits endroits, les gens y mettent des bougies dans un coin, etc. Si tu vois un Christ, alors pourquoi je me parle de ce Christ? Tu vois un Christ qui s'appelle le Christ des déportés. Pourquoi les déportés? Puisque, encore sur France Inter, encore en tout cas dans la rentrée littéraire de janvier, il y a un livre qui fait un carton actuellement qui s'appelle Louisiane, qui parle des filles du roi. Qu'est-ce que c'est cette histoire de filles du roi? C'est que dans ces femmes qu'on enfermait, 17e, 18e siècle, le roi a décidé d'envoyer plus de 600 femmes au Québec, au Canada, aux États-Unis, pour peupler la Louisiane, pour peupler le Québec. Et donc les déportés dont on parle, là, ce sont les déportés, ces filles du roi qu'on a choisies parmi les femmes qu'on enfermait ici pour aller peupler ces nouvelles terres. Ici, on a un ordre monumental, on a un organisme titulaire qui fonctionne évidemment, qui nous permet aussi de faire des concerts exceptionnels quand on en a besoin. On va se diriger vers la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, qui est le seul lieu chauffé, comme tu l'as remarqué, et qui est le lieu de messe. D'accord. Voilà. Il y a un net changement de température. Et donc ici c'est le lieu de messe. Alors pour le coup, la culture n'intervient pas dans ce lieu. On va dire que je laisse le prêtre et ses équipes et l'aumônerie, l'aumônier, faire de ce lieu le lieu de prière catholique. Des raisons et des explications de cette architecture assez unique serait, on n'en a pas la preuve définitive, en fait que on rangeait, on enfermait les gens en tout cas par catégorie de population. Donc on avait des baraquements, suivant les baraquements, il y avait des catégories de population. Et chaque entrée et chaque chapelle avait sa propre porte. D'accord, et comme ça on ne mélangeait pas les... Le prêtre était au milieu, le prêtre était au cœur de la chapelle. Tu vois, cet hôtel-là date de 1812, donc c'est l'hôtel qui a été béni post-révolution, parce que pendant la révolution, la chapelle a été fermée 8-9 ans. Et donc le prêtre faisait la messe au milieu. Chaque catégorie de population venait participer à la messe, entrait par leur propre entrée et sortait sans se mélanger. Donc c'est un lieu qui permettait à l'église de faire la messe sans que les catégories se mélangent. Évidemment, l'hôpital Pitié-Salpêtrière, c'est le plus grand hôpital de France avec 34 hectares, des rues, des 90 bâtiments, 9000 personnes qui y travaillent chaque jour, des centaines et des centaines de patients qui y sont traités pour à peu près toutes les spécialités. Mais
Oui, le grand projet Austerlitz, ça va changer un peu le quartier. Et voilà, peut-être qu'il y aura des porosités, peut-être pas. La difficulté pour un hôpital et l'espace public, c'est qu'évidemment, là, typiquement, on est en urgence attentat. Donc, nous, notre devoir aussi, c'est quand même de protéger ces lieux. Ils sont ouverts, tout le monde peut y rentrer, mais notre objectif, c'est de protéger ces lieux. Donc, voilà, on peut pas y rentrer les yeux fermés comme dans un jardin public parisien. Donc, il y a quand même. Mais on peut y rentrer 24/24. Ouais, c'est ouvert tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, il y a de la sécurité tout le temps. La chapelle est ouverte tous les jours, par exemple. On l'ouvre un peu comme on veut, mais elle est ouverte tous les jours, sinon de façon de 9h à 18h, quoi, on va dire. Elle peut être ouverte le soir quand on en a envie, quand il y a des événements. Et voilà, donc un espace public un peu contrôlé, mais un espace public avec du street art à l'intérieur, dans l'hôpital, dans des rues, avec des œuvres, avec des monuments pour les combattants français, avec voilà, plein de choses un peu diverses et variées, comme une ville de 9000 habitants. On avait des moulins dans la salpêtrière. Et on avait besoin de stocker le blé et la farine, on ne savait plus le mettre. Donc on a décidé de sacrifier à cette époque-là, enfin ils ont décidé de sacrifier une nef pour construire des étages. Et même un -1, on y retourne, on ira, un sous-sol, pour stocker le blé et la farine, tout simplement. Et donc on a quelques témoignages, on a une lettre qui dit où quand on rentrait dans le cœur de la chapelle, notamment là où on est, il n'y avait pas de mur à un moment donné. Et on voyait le blé et la farine et la poussière, et ça, c'était un moment un peu choquant. Donc à un moment donné, ils ont décidé de mettre un mur pour éviter de montrer à tous, en tout cas, ce stockage. Donc cette nef est devenue un lieu de stockage, était, on va dire, désacralisé à partir de ce moment-là. Évidemment, il n'y avait plus de messe là-dedans. Et jusqu'à récemment, c'était un lieu d'archives. Où ça nous arrangeait bien d'avoir des centaines de mètres carrés, puisqu'on a environ 900 mètres carrés derrière. Et en 2019, quand Notre-Dame a brûlé, la direction s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée de mettre des tonnes de papier dans une chapelle en bois. Papa et son fils qui est venu, il y a un patient qui était un peu perdu, il y a un musicien qui joue, il y a des étudiants infirmiers qui traversent pour aller à l'école d'infirmière qui est juste de l'autre côté. Donc c'est un couloir aussi pour les gens. Ouais. La chapelle, c'est pas juste un lieu de recueillement, c'est un lieu de passage. On a eu 600 personnes qui ont répondu à un questionnaire en ligne, on avait fait 50 entretiens, on a fait des micro-trottoirs. Et en fait, on a un vrai débat et aussi une vraie question, une vraie tension qui est hyper intéressante sur le côté on veut en faire un lieu de culture où il se passe des choses, un lieu de dialogue. Et en même temps, on veut que ce soit un lieu de recueillement, où on se ressource, où on respire. Et donc, il y a on veut en faire un lieu de prestige, mais on veut un lieu d'humilité. Ce lieu invite aussi à l'humilité, à la sobriété. Donc, il y a cette tension qui est hyper intéressante entre... voilà, il faut aussi des lieux silencieux sur lesquels on puisse se reposer, se ressourcer, se recueillir. Il y a des gens qui sont croyants, non croyants, qui viennent ici se recueillir. Il y a des chirurgiens qui viennent ici avant d'opérer. Et puis on a envie de se le vivre. Donc là on regarde l'orgue. D'accord, on est juste derrière. On regarde l'orgue. La semaine prochaine d'ailleurs, je commence à enlever du mobilier contemporain des années 60, 70, qui était stocké ici, je ne sais pas pourquoi, mais que j'ai décidé d'enlever. Mais là aussi il y a des certain nombre de statues, de peintures, de mobilier ecclésiastique, qui sont enchevêtrés. Au -1, au 0 c'est pas possible, mais là il y avait par exemple, notamment ici, des tonnes de papier, de là plutôt direction, donc on a encore des restes de tableaux de garde, on a des courriers de patients qui sont encore, qui n'ont pas été enlevés, des courriers, des papiers administratifs, des choses qui peuvent être très touchantes, hein, des courriers en français, des courriers en anglais, des courriers en... des choses qui datent des années 50. Bonjour mon petit vieux, cet après-midi, tu vas être contente d'avoir de la visite. L'idée des 900 mètres carrés ici, c'est d'en faire un lieu majeur culture et santé. Il n'existe pas de lieu majeur culture et santé en France. Je ne sais pas si vous parlez de pôle national ou ce qu'on veut, mais un lieu avec peut-être un café-bibliothèque, un lieu avec un lieu pour résidence d'artistes,
un lieu de conférence, un lieu de danse, où se mélangent artistes, soignants, patients, familles. Euh, où l'enjeu aussi est de créer de la porosité entre cette église qui fait plus de 2200 mètres carrés ouvert au public, un lieu d'exposition, et ce lieu, qui est peut-être des fois aussi plus intimiste, c'est ces 900 mètres carrés qu'on a, qui est fermé au public, qui se complètent. Beaucoup cet espace, peut-être mon préféré. On a enlevé récemment d'ailleurs des étagères très récentes qui cassaient un peu le volume. Et donc pour la première fois depuis très longtemps, la lumière d'ailleurs arrive un peu plus des anciens vitraux. Je vois bien une résidence artistique. Ça peut être aussi un lieu de recherche. Ça peut être un lieu, voilà, là on stockait a priori des archives médicales. Voilà la dernière pièce qui pourrait être un lieu pour moi de conférence, de musique, qui est une sorte de coque de bateau renversé finalement. Avec des volumes là aussi assez intéressants. Ce que je t'ai déjà expliqué et ce que je vais te réexpliquer, ici, moi je suis arrivé il y a à peu près un an et quelques mois, quand on a inspecté la charpente dans le cadre d'un diagnostic sanitaire, on a découvert, là il y a une petite échelle, on a découvert dans la charpente, entre deux coups, ce lambris de cette toiture, une chambre, juste ici, là, à quelques mètres de nous. Cette chambre, un étudiant, fin des années 80, à partir de plâtre et de carton, a créé une chambre avec une vasque, etc. Un espace de 10 mètres carrés environ, utilisant notamment la charpente du petit lanternon de cette nef, sous ce lanternon, et a laissé deux preuves de son existence, en tout cas, peut-être qu'il n'existe pas, j'en sais rien, ou qu'il existe, un planning d'étudiants, et puis il a laissé un message sur le mur, gravé. Ce message est le suivant: j'ai accueilli Philippe au printemps 1988. De sa sueur, il m'a réveillé de ma poussière. J'ai abrité ses joies, peines et épreuves, invité Claire en des nuits enchantées, amis et famille pour des repas de fête. Je les recueille en la mémoire de mes murs et me rendors dans l'hiver 1994. Donc un étudiant aurait vécu pendant 6 ans dans la charpente. On n'a pas plus de témoignages pour l'instant. Ce qu'il a fait était assez malin. En tout cas, il a monté l'électricité, il a mis des poubelles. Les artistes aussi adorent cette histoire. Bah oui. C'est un peu un soldat inconnu aussi. Les médecins qui ont été là ces années-là, certains médecins me disent: moi j'étais interne ici, en même temps que lui. Et quelqu'un vivait dans cette charpente. C'est fou. Donc on le cherche sans le chercher, et en même temps on va voir comment les artistes vont s'emparer aussi de cette histoire. C'est partie des beaux projets, à imaginer. On va se glisser dans la charpente. Donc là on tourne autour du cœur de la... Chacun, on voit que le son remonte légèrement de la guitare. Le travail extraordinaire d'ailleurs des bâtisseurs du XVIe siècle, quasiment tout est d'époque. Par ce petit bout, tu vois l'orgue. Il y a plein de petits recoins. Plein de portes qui s'ouvrent. Et c'est un escalier en colimaçon. Là, on est à plus de 50 mètres de haut. Donc les chaises et le chœur nous semblent tout petits. On est au cœur du dôme, on est au-dessus du dôme, au-dessus des lumières principales du dôme. Et ici, notamment, ça c'était la pièce en bois qu'on mettait là quand on n'avait pas d'électricité pour descendre les chandeliers et éclairer le chœur de la chapelle. Là, on est au clocher. 40 piscines olympiques, très profond.
on recouvre progressivement, on aura un jardin public qui va rendre ce lieu beaucoup plus accessible et rendre ce lieu à l'espace public tout simplement. Ouais. Ouais, d'espace public. Voilà la tour de la gare de Lyon ici, hein. L'horloge de la gare de Lyon, Bastille là-bas. Donc en fait, toute la partie qui va être là, face à l'entrée principale, ce sera un espace public, un jardin. Là il y aura des jardins, je crois, Ouais. il y aura un peu des jardins. Bon, il y a encore des débats là-dessus, mais évidemment ce ne sera pas pour eux avec l'hôpital. Sans le redire, l'hôpital, enfin je veux dire, le jour où on a des attentats, le jour où l'hôpital ne peut pas être un lieu ouvert. Ces 34 hectares là ne peuvent pas être ouverts de tous les côtés. Ouais. Par contre, il y aura de nouvelles entrées, il y a notamment cette passerelle qui va être ouverte, on pourra rentrer par derrière et donc arriver par Austerlitz, puis par ou Gare de Lyon, beaucoup plus rapidement. Va être ouverte d'ici quelques semaines. Là. Donc il y a un tourniquet dédié uniquement au personnel de l'hôpital qui vont être ouverts. Donc elle ne sera pas encore ouverte au public, cette